Bienvenue sur notre tranche de la Voix du Progrès Social, qui est une émission spécifique qui nous plongera tous les uns les autres vers le progrès social au niveau international, au niveau national et aujourd'hui plus spécialement au niveau local. Nous avons parmi nous le plaisir de recevoir le professeur Tshipinda Kasonga Chamboui Lazare, qui est non seulement professeur des universités, mais aussi un ministre honoraire de la province du Kasaï oriental. Alors, sur notre plateforme, nous avons vraiment ce plaisir d'amener Mbujimaï à Montréal, au Canada, et nous allons découvrir beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Alors, bonjour, Excellence. Maître, bonjour. Oui, bonjour, professeur Tshipinda. Merci. Alors, je vais vous accueillir à la québécoise en vous souhaitant la bienvenue. Merci beaucoup. Asseyez-vous et prenez place. Merci. Professeur Tshipinda, à Montréal, au Canada, spécialement dans le cadre de l'appui au renforcement des capacités, dans une mission d'information et de formation occasionnée par notre firme FACANAF, Facilitation d'affaires Canada-Afrique, avec nos partenaires de la francophonie canadienne, notamment le RCCFC ou encore Avantage Ontario et le consortium francophone d'Ontario. Alors, d'entrée de jeu, nous voudrions savoir qui est Monsieur Tshipinda Kasonga Lazare. Merci. Avant de procéder à ma présentation, souffrez que je puisse vous dire bonjour et merci beaucoup, vous et tous ceux qui sont derrière vous, qui apparaissent, qui n'apparaissent pas, tous ceux qui ont contribué à ce que je puisse être ici. Très loin de là où je vis habituellement, je suis au Canada. Je suis ici au Canada et actuellement spécialement à Montréal. C'est par la magie des qui? C'est par la magie des amis, de gens qui n'ont pas pensé à eux-mêmes ici, mais qui ont pensé quand même qu'au pays, chez nous, dans notre province, il y a des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'une main assez longue, une main expérimentée dans toute sa diversité, qui peut nous apporter un plus pour le développement dans la multidimensionnalité de la vie au Kasaï oriental. Et je remercie formellement FACANAF qui nous, par le biais de votre personne, qui nous a facilité la tâche pour nous mettre en contact avec les autres amis des RCCFC qui généralement donnent de leur appui en matière de formation et de renforcement des capacités en matière éducationnelle et dans d'autres filières de la vie. Voilà pourquoi j'ai dit franchement merci à eux, tout comme à vous-même, qui avez voulu utiliser FACANAF pour nous permettre de venir ici. Nous avons fait un long voyage, mais qui valait sa peine, parce que nous pensons et nous en sommes convaincus qu'elle apportera un plus sur notre propre vie, un plus sur notre expérience, mais pourquoi pas dans beaucoup de mesures pour ceux qui sont restés et que vous avez estimé que je puisse représenter aujourd'hui. Je dis merci. Mais pour revenir à votre question, moi ici qui parle, moi je m'appelle, comme vous l'aviez dit, Lazare Tshipinda Kasonga Chamboui. Je suis un Congolais de la RDC et natif originaire de la province du Kasaï oriental où je bosse. J'ai bossé. J'ai été par 3 fois ministre provincial. J'ai été dans le tout premier gouvernement de la province, à l'issue de changements politiques de haute facture avec la venue de la nouvelle constitution en 2006, ce qui a permis que l'architecture politico-administrative de nos institutions, tant nationales que provinciales, puisse changer. Ainsi, il y a eu le tout premier gouvernement provincial
Et mon Dieu m'a permis à ce que je puisse occuper le poste de ministre provincial en charge de l'intérieur, donc de l'ordre public, de la sécurité, mais également je voyais les affaires coutumières, mais je voyais également la coopération interprovinciale. Donc c'est nous qui avions mis, au travers du poste que nous occupions, en place la coopération interprovinciale, c'est-à-dire la coopération avec notre province, avec d'autres provinces de la République démocratique du Congo, mais également d'autres provinces, d'autres pays. Notamment, nous avons commencé avec Northern Cap de la République sud-africaine, mais également plus loin, ceux qui sont venus après moi ont pris la relève, et ce qui a permis que nous puissions, l'autre province puisse être en contact avec certaines provinces de la Turquie, mais également de la Chine. Dans une moindre mesure, la ville de Mbuji-Mayi a eu également à jumeler avec certaines villes des États-Unis, de la Belgique également et de la France. Alors, je occupais ce poste-là. J'ai fait comme ça pendant pratiquement de 2007 jusqu'en 2011. Et je suis rentré dans la réserve de la politique de la province. Mais Dieu a encore voulu que je revienne aux affaires. Des années plus tard, en 2019, je suis revenu aux affaires, cette fois-là encore pour occuper le poste de ministre provincial de l'Intérieur, une fois de plus, avec d'autres portefeuilles, avec un regard bien droit vers la sécurité, l'ordre public, les élections et tout, comme la fois passée d'ailleurs. Mais tout dernièrement, j'ai également occupé le poste de ministre provincial en charge de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports et loisirs. Mais tout en passant, je dois révéler que je suis un ancien territorial de carrière. J'ai pratiquement passé toute ma vie à faire la territoriale. Donc je suis tel que vous voyez, je suis un véritable rural, un broussard, c'est lui qui est allé dans le tréfonds de notre pays, au travers plusieurs provinces et plusieurs territoires. Voilà en bref, mais aujourd'hui, je dois vous dire que je suis également un enseignant. Je suis aujourd'hui professeur des universités, notamment professeur à l'université de officielle de Mbuji-Mayi, c'est l'université d'État. Cette université qui aujourd'hui occupe le centre du Grand Kasaï, la grande université qui accueille tous les éléments qui viennent d'ailleurs, mais qui dispatche également de ses enseignants avec les expériences qu'ils ont dans d'autres universités. Mais je donne également dans d'autres universités telles que l'université catholique de Mbuji-Mayi. Mais ici également, je suis directeur général de l'ISTAM du Sambo dans la province du Sankou. De manière générale, voilà les activités que je mets sur le plan administratif et politique. Et si je voudrais revenir sur le plan de la spiritualité, de la religiosité, je suis un croyant, un pentecôtiste pratiquant. Je suis le premier diacre provincial de la province évangélique de Mbuji-Mayi, de l'église Fepako Nzambala. Alors, sur la même lancée, vous n'avez peut-être pas encore parlé de la famille, parce que pour décortiquer tout cela, on voudrait vous connaître dans tout votre ensemble. Marié et père. Je suis marié, père de 5 enfants, c'est-à-dire j'ai 4 filles, un garçon. Parmi les filles, il y en a 2 qui sont des jumelles. Ma première fille est avocate. Elle est enseignante, master, enseignante à la faculté de droit dans la même université où je suis. Elle est publiciste. La deuxième, qui est également une fille, est médecin. Elle est assistante à l'ISTEM de Mbuji-Mayi, mais aujourd'hui, elle est à Kinshasa où elle a été mutée, elle travaille à Pronanut. Celle qui vient après, l'autre jumelle également, elle est politologue comme moi et elle est dans l'aviation. Elle s'occupe de la gestion de l'administration de l'aviation. Celle qui vient après, elle est dans les médias, qu'est-ce que je veux dire, plutôt dans les sciences de l'information et de la communication, mais elle travaille également dans l'aviation. Le dernier, il est avec vous ici à Montréal et il est lui aussi avocat. Voilà. Donc j'ai 5 enfants, un garçon et 4 filles.
Magnifique. Ainsi, nous avons tout votre portrait et nous allons aller droit au but pour parler de la raison de votre séjour ici au Canada. Et en prélude à cela, nous vous retournons l'ascenseur dans la mesure où vous nous avez remerciés. Eh bien, nous nous sentons flattés parce que l'initiative de l'appui au renforcement des capacités dans le cadre de FACANAF date de quelques années où nous étions consultants auprès du Forum international, le Forum international économique des Amériques. Nous avions, à force de participer chaque année à 4 rencontres importantes, une qui se tient dans le lieu où nous nous trouvons, Montréal, une qui se tient à Toronto, une autre qui est les 5 dernières années, c'était comme une innovation. Moi j'ai participé, je pense, 2 fois, qui se tient à Paris, dans le 5e arrondissement, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, il y a aussi une 4e rencontre qui se tient aux États-Unis, à Miami. Alors, nous, comme consultants, c'est un ami qui m'avait intéressé à ces forums, et nous courions le monde pour accompagner les institutions, les chefs d'entreprise qui viennent de plusieurs pays d'Afrique. Nous avions ce mandat-là. Et nous étions aussi à la recherche de panélistes africains qui peuvent venir d'Afrique centrale particulièrement. À l'époque, nous avions fait venir ici du Congo-Brazzaville, Excellence Thierry Mongala, qui était un très bon panéliste. Mais pourquoi nous sommes allés vers l'appui au renforcement des capacités ? Nous nous sommes rendus compte qu'à force de courir le monde à travers ces forums, oui, c'était les projecteurs, les bonnes rencontres, échange de cartes, réseaux, et au-delà de cela, il n'y avait pas un suivi. Non ? Les responsables des institutions venaient au Canada participer à ces échanges, mais tout de suite après, quelques accords peut-être informels se prenaient, mais il n'y avait pas de suivi. Nous avons poussé la réflexion à se dire, des amis canadiens sont venus nous voir pour nous dire, mais pourquoi pas initier ce qu'on appelle la formation des formateurs. Donc, par les échanges, ou eux-mêmes, à travers les voyages en Afrique, ils ont pu remarquer beaucoup de carences. Et aujourd'hui, où le monde devient un grand village, et nous parlons, il y a des sujets qui sont d'actualité dans le monde. Il y a par exemple quelques années, au niveau du Forum des Amériques, nous discutions de l'intelligence artificielle. Et nous constations que nos délégations qui viennent d'Afrique avaient quelques lacunes à pouvoir s'arrimer à la vitesse où le monde évolue, pour aller vraiment vers des standards internationaux. Et nos amis, sans se moquer de nous, bien, nous ont fait remarquer que nous allons vers vous, mais nous constatons que la formation fait défaut. Et cela même dans les métiers, dans tous les domaines, la formation, c'est vrai que nous avons des grandes universités chez nous, mais ceux qui viennent et qui ont un œil par rapport aux standards internationaux constatent très vite certaines lacunes sur le terrain. Alors ils nous ont offert de commencer tranquillement à mettre en place, à partager la réflexion avec les responsables des institutions. Et c'est comme ça que nous avons dû passer pratiquement, nous sommes médiateurs, facilitateurs, c'est dans notre pratique, dans la médiation organisationnelle. Alors, nous avons mis en place un bureau, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons mis en place un bureau à Kinshasa, et Dieu voulant, nous avions aussi quelques entrées au niveau de la province du Kassai oriental, d'où moi-même personnellement, je suis membre du barreau du Kassai oriental. C'est là que j'ai commencé ma profession d'avocat, et nous avons des entrées des entrées plus faciles
auprès des institutions locales. Et c'est cela qui explique votre présence ici. Et vous n'êtes pas le premier. Il y a le ministre à l'Agriculture qui vient de retourner au pays, qui était aussi parmi nous. Il y a l'ancien président de l'Assemblée provinciale que nous attendons ici. Alors, quand vous venez, par notre entremise, nous vous mettons en rapport direct avec vos vis-à-vis, surtout au niveau des formations, de sorte que des programmes soient discutés, des modules soient discutés, et que l'on voit la possibilité, en premier lieu, de donner de la formation aux formateurs. Et cela, à leur tour, au retour au pays, je discutais avec le ministre à l'Agriculture. C'était quand j'entendais son cahier des charges ou ses doléances, figurez-vous qu'on a des tracteurs qu'on envoie dans ce pays-là et on n'a même pas des gens de métier formés dans la réparation des tracteurs, des tractoristes par exemple. Nous allons conclure des grands contrats. Voyons par exemple le site photovoltaïque, vous allez nous en parler, celui qui est à Chipuka. Des multinationales, des compagnies nous amènent leurs produits, mais quand ils partent, il faut assurer la maintenance. Alors, nous avons des formations dans certains pays. Ici, chez nous, au Québec particulièrement, au Canada, nous avons des formations en entretien des panneaux photovoltaïques. C'est pour illustrer un cas d'espèce, hein. C'est un cours de 450 heures. Voyez-vous? C'est quelque chose qui pourra s'organiser comme nous sommes impliqués, de près ou de loin. En tout cas, c'est notre pays, nous sommes impliqués. Nous regardons par exemple un projet aussi ambitieux que celui des 145 territoires. Nous cherchons aussi à apporter notre infime contribution. En parcourant ce projet, nous avons vu qu'il y avait une grande place réservée à la formation. Mais comment cela va-t-il s'opérer? Comment cela va se faire? Nous sommes la firme de facilitation d'affaires Canada-Afrique. Alors, avec nos partenaires qui donnent de la formation, nous avons été avec vous à Ottawa, vous avez entendu ce qui a été dit. Il y a des écoles pilotes qui sont financées par des entreprises pour donner de la formation. Pourquoi ne pas transporter cela chez nous? Alors, j'en viens à vous poser la question. Pendant votre séjour ici, par rapport au réseau de cégep et des collèges francophones du Canada, quelles ont été vos attentes? D'abord, il faut reconnaître toujours par votre facilitation et donc par votre intermédiaire, l'intermédiaire de FACANAF. Nous avons déjà été en contact avec les responsables des CRC, CCF et des CECGEP. Ils attendent de nous que nous puissions étaler, si vous voulez, notre ambition, dans une certaine mesure les besoins que nous avons, et qui nécessitent la formation des formateurs, mais également un échange, une espèce de partenariat qui pourra permettre à ce qu'il y ait des déplacements dans le sens de formateurs qui viendront de chez nous, de ceux qui ont besoin de formation, qui puissent venir afin qu'on renforce leur capacité, et un mouvement inverse également. Et c'est ce qui permettra, je crois que lorsque nous avons parlé avec les responsables de RCCF, Monsieur Legène, Jean Legère, il est ouvert, très ouvert, et il attend que nous puissions faire un projet que je suis en train de peaufiner ici sur place, à lui remettre dans le sens que nous puissions avoir un feedback très positif en notre faveur. Il s'agit de quoi? Lorsque nous avons parlé, nous avons étalé, et ça c'est visible ici au Canada, et un très fort besoin de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, on peut la solliciter partout, et nous avions émis le vœu que notre pays, je veux dire notre province, soit placée en bonne place pour fournir cette main-d'œuvre. Mais de manière générale, cette main-d'œuvre qui peut venir au Canada n'est pas au diapason, n'est pas au standard du Canada.
Et non seulement ça, j'ai senti un besoin de lui, que le mouvement ne doit pas être seulement dans le sens que la main-d'œuvre doit venir ici. Le besoin qu'il y a également, il a fait voir sa volonté de pouvoir former également de la main-d'œuvre sur place, qui restera sur place pour partager, si vous voulez, éclater l'expérience qu'elle aura acquise de cette formation, pour la donner aux autres et sur place, de sorte que notre pays, notre province puisse également en bénéficier. Donc, dans ce sens-là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un personnel qui puisse être formé sur place. Dans le cadre de ce partenariat, le Canada pourra avaler une bonne partie également de ce personnel et l'autre va rester sur place. Vous savez que le pourcentage de chômage chez nous dans notre pays est très très élevé. Le chômage avoisine facilement le 80%. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'écoles qui forment. Aujourd'hui, n'en parlons pas des universités qui déversent sur le marché un personnel prêt à aller dans le milieu, dans le monde professionnel, mais qui malheureusement ne trouve pas d'emploi. Nous formons beaucoup de médecins, nous formons beaucoup d'infirmiers, et très souvent aussi, jusque-là, il n'y a pas eu un programme beaucoup plus pratique, beaucoup plus objectif qui puisse former la jeunesse et l'orienter dans le monde plutôt professionnel. Une espèce d'immersion professionnelle, ça, on n'a pas pensé à cela. Ce qui revient à dire que nous avons beaucoup de gens, beaucoup de nos éléments que nous avons formés qui reviennent des sciences, des littératures, des lettres, des sciences politiques, etc. On a même beaucoup formé des médecins, mais qui ne trouvent pas de place. C'est comme ça que on a revu la chose, on a revu le programme. À travers chaque province, on a ciblé des institutions universitaires, des établissements universitaires, dont l'université officielle de Mbujimayi où je m'en trouve. On a ciblé des universités à qui on donne la charge de piloter la faculté de médecine avec un nombre réduit, fixé, de sorte qu'on ne puisse plus avoir beaucoup d'entrées en médecine, on limite parce que nous en avons déjà formé beaucoup. Ceux qui sont formés sont là en train de traîner. Alors pourquoi ne pas envisager une formation avec nos amis d'RCCF qui puissent venir renforcer la capacité du personnel médical. Là, ce sont les médecins, mais j'ai senti ici qu'il y a également un grand besoin de l'autre personnel auxiliaire, c'est-à-dire notamment le personnel infirmier. Là, vraiment, le besoin est ici au Canada. On peut renforcer les capacités sur place. Pourquoi ne pas envoyer nos enfants qui sont encore là-bas et qui traînent, mais qui pourraient facilement être absorbés ici. Il n'y a pas que ces domaines, il y a également le domaine de l'enseignement. Vous savez que nous déversons à flot des dizaines, des centaines et parfois des milliers d'enseignants formés, mais qui ne trouvent pas de la place, d'autant plus que les structures ne sont pas toujours à concurrence de ceux que nous avons formés. Ce qui vient à dire qu'ici, j'ai senti également ce besoin, mais il faille former, renforcer les capacités qu'ils ont déjà, ce personnel que nous avons mis sur le marché, mais qui ne trouve pas de l'emploi. Former, renforcer ces capacités pour le mettre au standard de besoins d'autres pays, notamment le Canada et pourquoi pas ceux qui sont ici en Amérique. C'est ce qui nous a poussé pratiquement à venir ici. Nous allons déposer ce projet. Nous allons rentrer d'ici là, mais on va déposer le projet et nous émettons fortement des espoirs que FACANAF va nous faciliter la tâche, de sorte que ce que nous aurons déposé ne soit pas une lettre morte dans le double fond des tiroirs, soit de FACANAF ou bien même du réseau. Nous attendons véritablement un feedback qui puisse nous permettre de nous mettre au travail. Moi-même, je veux mettre à profit mon expérience en matière d'éducation pour que nous puissions être nous-mêmes point focal de votre réseau et donc de la facilitation pour que nous puissions au plus vite répondre à vos sollicitations et
tracer des stratégies qui puissent nous permettre vraiment de nous mettre au pas et au travail en faveur de notre jeunesse, en faveur du personnel que nous formons et qui ne trouve pas d'emploi. Assurez-vous que nous allons nous y impliquer et nous y atteler à cette tâche de contribuer au développement de notre province, et cela la main sur le cœur. Assurez-vous, pour cela vous avez notre engagement et notre parfaite collaboration. Sinon, c'est aussi de réfléchir sur que l'on ne soit pas dans un conflit d'intérêts où les enjeux de collaboration deviennent contradictoires. Ici, nous avons un besoin de pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Là-bas, nous avons besoin d'offrir des débouchés à nos jeunes. Pas seulement favoriser la sortie de nos jeunes pour venir ici, boucher les trous ici, mais le renforcement des capacités, si nous discutons avec nos partenaires, c'est pour d'abord essentiellement bénéficier de leur expertise. Nous sommes un pays où, moi j'appelle ça au gré de ce qui nous est arrivé, à cette bonne fortune du changement, où il y a eu une passation pacifique de pouvoir, et avec la bonne volonté et tout ce que l'actuel président de la République a commencé à faire, et que j'espère vivement qu'il continuera à faire dans un second mandat. Le pays est en pleine reconstruction. Aussi, je vous ai parlé de l'ambitieux programme de 145 territoires, où nous voulons positionner la formation. Ici, il y a nos partenaires sont aussi ceux qui veulent vendre le savoir-faire canadien. Ils offrent le savoir-faire canadien. C'est à nous là-bas d'accueillir, parce que le besoin, moi je voudrais que vous nous rencontriez par rapport aux besoins sur le terrain. À vous suivre, c'est déjà une bonne chose que les institutions de formation, et particulièrement l'université où vous êtes impliqués, aient arrêté sa course pour réfléchir sur le résultat de la sortie en masse des étudiants, des universitaires. Généralement, quand c'est l'université, une formation en masse, chez nous, nous avons c'est que nous avons célébré le culte du diplôme. Il y a beaucoup de théoriciens, il faut se le dire, en face. Il y a beaucoup de gens qui sont formés dans différentes sciences, mais dont le besoin sur le terrain n'est pas effectif. Alors, sur un programme comme celui de 145 territoires, on doit construire des bureaux administratifs, on doit construire des centres de santé de référence, on doit construire des écoles. On a eu même un projet où on devait installer des maisons préfabriquées. On a le site photovoltaïque. On a des ambitieux projets comme des sites agro-industriels. Il ne faut pas toujours que ce soit des gens venus de l'extérieur, de la diaspora, pour piloter ces projets. Parce qu'il y a un décalage entre la jeunesse qui est sur place. Elle n'est pas outillée pour s'impliquer elle n'est pas suffisamment outillée. Ça, il faut se le dire. Moi, j'ai rencontré des universitaires qui ne sont même pas accoutumés à travailler avec l'outil informatique. Aujourd'hui, dans le monde, ce sont des lacunes quand même assez importantes. Je pense que notre système d'éducation, vous avez été ministre de l'Éducation,
vous êtes la personne la mieux placée pour admettre avec moi que nous avons, si ici il y a une pénurie de main-d'œuvre, chez nous on a un problème des techniciens. Vos universités sortent des théoriciens qui finalement, tout le monde a une licence au Congo aujourd'hui. Encore faut-il savoir comment ils l'obtiennent, mais bon, ça c'est pas la discussion. Mais c'est quand même assez dramatique de constater, c'est aujourd'hui que les jeunes commencent à se réveiller pour valoriser certaines professions, certains métiers. Mais avant, même quand le Canada cherche à combler son problème de main-d'œuvre, vous allez dans les ressources humaines quand ils se mettent à chercher les gens venant d'Afrique. Le Congo, est, par exemple ici au Québec, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, sont des pays francophones. Et le Québec est francophone. Dans les usines, dans les industries, et même dans les centres d'accueil des personnes âgées, c'est le français. Et malheureusement, les jeunes qui arriveront ici, on aura encore à les mettre à jour au niveau de la technicité. J'ai eu, cher professeur, à expérimenter cela avec un mécanicien, un ingénieur mécanicien qui a une licence de l'ISTA. Oui, il a eu à pratiquer au pays, il a travaillé. Et nous l'avions passé l'entrevue par vidéoconférence. Et il avait tellement des atouts qu'il a séduit l'employeur. Mais quand ce jeune homme est arrivé ici, il a constaté que dans son industrie, ce qui est utilisé au Congo et ce qui se fait ici, c'est la nuit et le jour. Avez-vous une réponse au problème de technicité et de formation de métiers à la base? Chez nous, quand on parle des métiers, c'est généralement des gens qui se sont formés sur le tas. Ils n'ont jamais... Prenons les menuisiers, les charpentiers, les maçons. C'est des gens... on a tellement célébré les cultes des diplômes que ces métiers ont été laissés aux gens de la débrouille. Ils essayent de faire quelque chose, mais ils n'ont pas des brevets, des certifications qui prouvent leur expertise. On est encore à ce niveau-là. Avant que nous allions discuter, c'est bien comme vous avez pu faire un bon repérage en identifiant par exemple la possibilité dans les sciences paramédicales ou infirmerie, nous pouvons avoir un point de convergence, mais en ce qui concerne les techniques et les métiers, qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous avez relevé un point qui est important, qui est une réalité, qui est un véritable trou dans le planning du développement de notre pays sur le plan éducationnel. Jadis, et même peut-être encore cela persiste, mais on est en train de rétoffer le tissu, les systèmes, pour réorienter la chose. Je voulais dire que longtemps notre pays est resté au niveau éducationnel, au niveau de l'instruction, en train de mettre l'accent sur de formations d'ordre général. Alors que nous avons besoin plus des écoles des métiers, des écoles professionnelles. Tout à fait. Je crois que les autorités gouvernementales ont entendu cette préoccupation. Et de plus en plus, on va mettre l'accent. C'est comme ça que vous voyez au niveau de l'université, on est en train de mettre un frein sur les formations qui aboutissent à une floraison de candidats sur le marché, mais qui ne sont pas prêts à être dans l'immédiat utiles vraiment. Tellement ils sont nombreux qui suivent le droit, tellement ils sont nombreux qui suivent les sciences politiques, les relations internationales, et même aujourd'hui encore les sciences de l'information et de la communication. Et là, comme ça, on jette sur le marché beaucoup de nos formés
qui ne sont pas prêts à trouver facilement de l'emploi. Alors, il fallait se retrouver devant ce carrefour, faire marche arrière, sentir qu'il y a plutôt besoin de mettre l'accent sur des écoles professionnelles où nous devons déjà, à un niveau moyen, déjà au niveau des écoles secondaires, du niveau secondaire, qu'on puisse déjà avoir un personnel, des techniciens qui sont déjà aguerris dans le métier que vous avez ciblé et qui sont de plus en plus négligés. Alors que lorsque je vois ici, je suis allé ça et là, j'ai regardé par-ci par-là, on sent véritablement un besoin de ces techniciens qui sont négligés chez nous. Alors, c'est comme ça que même dans l'édiction avec Monsieur Légère, nous avons pensé également qu'il fallait beaucoup mettre l'accent sur ce genre de métier. Mais les professions de métiers, comme il faut dire. Là, il y a les menuisiers, il y a les plombiers, il y a tous ce genre-là, qui sont négligés, mais qui sont prêts. Vous imaginez que, comme ministre de l'Éducation et donc de la formation professionnelle, et j'étais donc dans ce cadre-là, avec la coopération que nous avons eue avec la CTB, je vais dire aujourd'hui Enabel, qui a pensé qu'il fallait réorienter les choses dans la formation de la jeunesse, réorienter les choses, avoir plus un personnel formé dans les métiers. Et pour cela, elle a eu à organiser dans une sorte d'émulation entre plusieurs provinces, entre pratiquement 4-5 provinces, et la province du Kassai-Oriental était là, un salon de métiers. Il se retrouve comme ça, chaque année, il y a toujours un salon des métiers où chaque province présente ce qu'elle a comme potentialité. C'est là que nous présentons ces potentialités que nous avons sur le plan technique, de menuisiers, de plombiers, de carrelaires, de jeunes filles qui sont dans la coiffure, dans la pâtisserie, etc. Moi-même, j'ai piloté, j'ai amené ce jeune gens, nous sommes allés avec au niveau de Lubumbashi, et là nous avons remporté, et puis nous sommes allés jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Namibie, où nos jeunes gens ont remporté des médailles d'or. Le menuisier d'Afrique, nous l'avions, mais au moment où je vous parle, il n'est toujours pas occupé. Alors nous allons orienter les choses dans ce sens-là, pour rencontrer également l'assentiment, le besoin de vouloir échanger positivement des expériences en notre faveur également. Alors, très cher professeur Chipinda, une question qui me vient tout de suite à l'esprit est celle de vous demander les formations universitaires, techniques et même de métier dans votre province, celle du Kassai-Oriental, ont-elles tenu compte de la vocation de cette province? Le commun de mortel, quand on dit Kassai-Oriental, on voit le diamant. On voit la MIBA, production du diamant. Ceux qui peuvent remonter encore plus loin le temps vont savoir que la province était aussi en même temps une province agricole. Et vous, dans le cadre de prendre en charge, parce que former la jeunesse, c'est la prendre en charge. Dans le cadre de la prise en charge localement, la loi de la décentralisation a cet avantage d'approcher l'administration de l'administré. Alors, les stratégies doivent être réfléchies localement. Quelle est, en fonction de la vocation essentielle de cette province-là, quelle est la vision par rapport à la prise en charge de la jeunesse? Merci pour votre question, mais ici il faut absolument réajuster les choses, parce que si dans la vision de croire que la province a essentiellement une vocation minière, nous détruisons tout. D'autant plus que c'est une évidence de reconnaître que le diamant qui est chez nous va s'épuiser. La quantité de diamants que nous avions dès le départ, jusqu'aujourd'hui, n'est plus la même. Les opportunités pour creuser, pour avoir, ne sont plus les mêmes.
hier par rapport à aujourd'hui. C'est que à un certain moment, on va se retrouver devant un cul-de-sac si on met essentiellement l'accent sur l'exploitation du diamant. Voilà pourquoi il faut plutôt penser, ça c'est pas une matière à négliger, parce que nous connaissons, nous le savons, la République démocratique du Congo le sait, les dirigeants le savent, que la MIBA, qui est chez nous, a été la principale pourvoyeuse de devises pour notre pays. Donc on le savent que c'est grâce à la MIBA que AFDEL a pu remporter sa victoire et elle est arrivée jusqu'à Kinshasa. Vous vous rappelez, chemin faisant, Laurent Désiré Kabila disait « Si j'arrive à Mbuji-Mayi, c'est que je suis arrivé à Kinshasa ». Et c'est grâce aux devises qu'ils ont trouvées, et ce sont donc ces moyens qu'ils ont trouvé, les diamants, le stock qu'il y avait, qui a permis qu'on puisse avoir des devises qui ont permis justement d'arriver là où on est, et depuis longtemps, c'est toujours la MIBA. Mais nous ne voyons plus les choses de cette manière-là. Nous avons plutôt une autre vision, que le Kassai oriental est à vocation agricole. On le disait autrefois que c'était un grenier agricole de notre pays. Alors parce que les choses peuvent s'arrêter du côté du diamant, voilà pourquoi nous devons plutôt mettre l'accent sur le plan de l'agriculture, mais en n'oubliant pas que la MIBA existe. Même s'il faudrait aujourd'hui former les agents ou le personnel, on renforcerait la capacité de ceux que nous avons au niveau de la MIBA, mais on ne mettrait pas prioritairement l'accent sur la formation des miniers. Et s'il faut en former, il faudrait en former en une quantité assez réduite, des gens qui vont se spécialiser, parce qu'aujourd'hui, on parle du diamant que nous pouvons avoir dans les kimberlites. Et ce qui revient à dire qu'il faudrait des gens suffisamment formés pour pouvoir exploiter cela au niveau de la région que nous parlons de la région de Boya. Et là, il y a déjà une autre société qui est là, avec la MIBA. Donc, on peut renforcer, mais pas mettre prioritairement l'accent sur ça. Nous devons mettre l'accent sur, comme nous l'avions dit ici, nous l'avons souligné, sur les métiers, les écoles professionnelles. Mettre l'accent sur cela. Former un assez grand nombre ce personnel dont nous avons besoin dans tous les métiers qu'il y a, que nous pouvons cibler, que ce soit la menuiserie, que ce soit la justerie, que ce soit la soudure, que ce soit même la cordonnerie. J'ai vu ici, en passant ici à Montréal, on parle même de frigoristes. Nous en avons des techniciens qui sont sortis des écoles d'études de foi, mais qui sont là, qui sont en train de chômer, qui pourraient être un besoin, non seulement pour les Canadiens, mais pour nous autres. Aujourd'hui, qu'on parle de plus en plus du renforcement de l'énergie électrique dans notre province, avec la centrale photovoltaïque, le Chipuka, mais déjà nous avons le barrage Tubi-Tubidi qui va bientôt nous fournir du courant au niveau de Mbuji-Mayi, parce qu'il fournit déjà au niveau de Boya pour la société Sassim qui s'y trouve, mais également dans le chef-lieu. Je crois, c'est bien clair, nous devons mettre l'accent sur la formation des métiers. Et on a déjà commencé, les écoles de métiers existaient, il suffit qu'on le renforce, il suffit qu'on puisse stimuler les enfants à aller dans ce sens plutôt qu'aller dans le sens de la formation générale. Alors, très bien, nous cheminons vers la fin de notre entrevue. Et s'il y avait lieu de vous adresser à vos administrés, vos étudiants, ou tout simplement vos compatriotes, vos frères et sœurs que vous avez laissés dans la province du Kassai oriental, quel serait le mot de la fin pour cette entrevue? Et dans l'intervalle, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes un point focal concret qui entre dans notre vision d'apporter notre infime contribution, de nous positionner quelque part par rapport à la formation, à la jeunesse, quelque chose qui nous tient à cœur. Et notre vision ne s'arrête pas qu'à la province du Kassai oriental, quoi que l'on dise, la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais nous avons étendu nos tentacules partout dans le Congo central, dans le Bandundu, dans
Nous avons déjà eu à faire venir celui qui fut à l'époque le plus jeune des gouverneurs, M. Aïssato. Nous l'avons fait venir devant un parterre de partenaires canadiens qui s'intéressaient à sa province. Et nous avons eu droit à une très belle présentation des atouts de sa province. Et les gens du monde scientifique s'y étaient même intéressés parce que sur le champ, il lui a été proposé d'envoyer 2 containers de livres pour la bibliothèque des Guadolites. Voyez-vous, donc ces genres d'échanges face à face, direct, ces genres de contacts, nous voulons les multiplier pour atteindre et les objectifs canadiens tout en résorbant les gros problèmes que nous avons chez nous. Quel serait alors après une telle entrevue, quel serait votre mot de la fin qui va s'adresser à nos frères, nos compatriotes, vos administrés, comme je l'ai souligné, et en général à la population du Kassai oriental et même de la République démocratique du Congo? Je voudrais plutôt m'adresser ici au gouvernement d'abord, de repenser le système de gestion, la gouvernance, en mettant l'accent sur les emplois de métier, la formation professionnelle, les écoles professionnelles, les écoles de métier. On doit mettre l'accent sur cela. Nous avons également des enseignants qui sont là. Nous allons les encourager. Et c'est ici que je demande à la RCCF et à FACANAF de pouvoir nous aider à pouvoir renforcer davantage les capacités de formateurs de ceux que nous avons déjà comme enseignants, tout en mettant l'accent sur les métiers, mais également en faisant un retour énergique vers l'agriculture, parce que nous avons plusieurs aspects, la terre est disponible, et tout ça, il faudrait que nous y allions. Tant soit peu, nous n'oublierons pas les mines également, parce que les mines sont aujourd'hui, jusqu'à ce jour, une réalité évidente et incontournable, que les mines, au travers des sociétés que nous avons, sont les pourvoyeuses de devises dont nous avons besoin, mais qui tend à se relever parce que la MIBA est en train encore de tituber. J'encourage donc le gouvernement, notamment le gouvernement provincial, d'aller dans le sens d'un certain réalisme, d'une réalité qui puisse nous permettre de nous orienter davantage, comme je l'ai dit, vers les écoles professionnelles, les écoles de métier. Alors la tendance était qu'aujourd'hui nous avons la gratuité de l'enseignement. Il n'est plus nécessaire que les gens, les familles, les parents puissent laisser leurs enfants à la maison. Il n'y a plus de prétexte possible parce que le gouvernement national a mis tous les moyens pour que tout le monde étudie. Alors je voulais dire un mot en langue de chez nous. Ningambila na bana betu ba population bana betu bena Kasai tuji munemu Canada tuba mona muji mijimu yenzeka mijimu ijikoku bebe kengela bantu baleji bafila bana babo batuma mutulas lelo tukato twakula malwa gratuité katutu nana mu primaire kaba bafuta tobu kengela kutuma bana mutulasa balonda tulasa twa mijimu ya bianza nana mijimu ya bianza ba menuisier ba maçon oyo mwikala ni maçon mwikala ufika munemu mu Canada baliba mwante ni mushinga mukol maçon menuisier mijimu twetu kwetu tu négliger chana tutuma bana mutulasa twa ma école technique tudini école technique Don Bosco tudini Ipro Makala école ijimu ya buin tutuma bana mu mijimu ya majimi ba agronome tubatuma bo mo kukala mo kuveta chance bo kufika munemu kimwa kula France munemu to bebe kengla bajina na batayela bana bantu bamanya mijimu ya bias bo bina ba maçon ba menuisier bana bajibenza tulasa twa ma frigo ma électricité maçonnerie baiba bangata ni ba infirmier baiba bangata Lucas ni bo bina bana bamanya coiffure bo fika munemu baiba bangata babambule ni manzantente
Voilà ce que j'allais dire. Une fois de plus, nous vous disons merci. Ne nous abandonnez pas. D'accord. Continuez avec nous. Nous pensons que vous nous serez d'une grande utilité. Merci. Absolument. Professeur, Oui. comme vous avez pu comprendre, notre plateforme et notre émission, c'est la voie vers le progrès social. Alors, son contenu, vous nous avez permis d'atteindre, de commencer déjà à atteindre nos objectifs, parce que nous venons de jeter un pont de collaboration. Notre facilitation dans le cadre d'une médiation organisationnelle va continuer son boniment de chemin. Et nous comptons sur votre franche collaboration. Nous vous avons ouvert une porte ici où vous pouvez revenir quand vous voulez et comme vous pouvez, avec un visa multiple entrée. Alors, nos partenaires sont toujours là pour vous. Ainsi, nous cheminons comme nous le faisons main dans la main pour voir le progrès social se réaliser dans notre pays. C'est une entreprise, mais comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Merci. Moi, je vous dis merci pour cet accueil, pour cette opportunité que vous nous avez donnée, à parler à nos populations qui sont restées, mais également à parler à nos frères qui sont ici au Canada, à nos frères canadiens, pour jeter un regard pour le progrès également de notre pays et pour la résorption de notre jeunesse qui se retrouve en chômage alors qu'elle est détentrice de beaucoup de capacités. Un potentiel, c'est une richesse. En ressources humaines, nous avons une population jeune et nous devons réfléchir comment la prendre en charge. Vous qui nous avez suivis avec intérêt et beaucoup d'attention, nous vous disons un grand merci.